Bon, on va y aller. Merci d'être là. Donc, on va vous parler avec Clément d'un retour d'expérience. D'un retour d'expérience d'un nouveau module prédictif qu'on sort dans notre plateforme. Donc, Clément est en charge chez Winov du développement de ce module prédictif. Et moi, Vincent, je suis un des 3 cofondateurs de la société. Donc, je vais dans un premier temps rapidement vous présenter Winov. Donc Winov, c'est une société bordelaise. On est basé vers les Chartrons, donc on est une douzaine de collaborateurs. Et on édite une plateforme d'analyse et visualisation de données. Donc à l'heure actuelle, on travaille avec une quinzaine de partenaires et on a une centaine de sociétés clientes. Donc on a des références de tout type. On travaille à la fois avec des petites structures et des grands comptes. Donc l'objet de Winov, c'est de donner accès au maximum de personnes, peu importe leur profil, qu'ils soient techniques ou non, la puissance d'un outil d'analyse de données et de visualisation de données, donc avec Biwi. Et cette approche-là, on a fait la même chose sur le machine learning. Donc l'idée, c'est de permettre à n'importe quel utilisateur de pouvoir utiliser la puissance du machine learning sans avoir besoin d'avoir un profil technique. Donc je vais juste venir rapidement sur qu'est-ce que le machine learning, parce que vous devez avoir une petite idée à présent. C'est trouver des corrélations dans les données afin d'en tirer des enseignements, des prédictions. Et c'est vraiment une révolution dans la manière de faire parler les données, parce que ça permet de trouver des axes d'analyse que nous, on n'aurait pas été capable de faire avec notre cognition humaine directement sur des données un petit peu massives. Avant d'aller dans le vif du sujet et de voir des cas concrets, je voudrais juste venir un petit peu sur les principaux enjeux et limites liés à l'utilisation du machine learning. Et il y a vraiment une notion qu'il faut bien comprendre, c'est que le machine learning, donc ça trouve des corrélations. Et une corrélation, c'est pas une causalité. Une corrélation, donc c'est quand il y a 2 événements qui sont liés ensemble, mais qui apparaissent en même temps. Et une causalité, ça veut dire que l'un a déclenché l'autre. Et du coup, c'est important de savoir un petit peu, d'avoir une idée des corrélations qui sont en jeu derrière, parce qu'on peut arriver à des résultats un petit peu stupides. Par exemple, on peut avoir des corrélations, c'est assez connu. Si vous faites un jeu de données exemple sur des écoliers pour savoir leur niveau en mathématiques et que dans les données, vous avez par exemple la taille de leurs pieds, mais vous trouverez une causalité en fait assez fine et étroite entre la taille de leurs pieds et leur niveau en mathématiques. Et en fait, parce que ça dépend de leur âge, et du coup, plus ils sont âgés, plus ils ont des chances d'être bons en maths. Et du coup, si vous refaites votre modèle prédictif, qui va bien marcher sur certains types de jeux de données, si vous faites ce même modèle prédictif sur un profil, par exemple, de lycéen ou après, il ne marchera plus du tout. Donc ça, c'est vraiment important et lié aussi à la qualité des données. C'est-à-dire que des petites variations en fait sur vos jeux d'apprentissage peuvent avoir des grandes conséquences au niveau des résultats de votre modèle. Et enfin, et ça on va le voir dans notre tour d'expérience, c'est un des axes où on a beaucoup travaillé dessus. C'est-à-dire que le machine learning en fait vous permet de prévoir des choses, mais la plupart du temps sans comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Et du coup, on peut arriver à agir sans comprendre. Et du coup, c'est un axe de travail qu'on a fait dans notre module pour comprendre justement ces prédictions. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Clément qui va vous faire rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, on va faire une première petite partie sur le contexte du sujet et un petit peu comment se passe un projet de machine learning rapidement aujourd'hui, pour qu'on arrive à pourquoi on a voulu essayer de le simplifier et donner accès à n'importe quel utilisateur. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus en détail sur comment on a réalisé ça. Donc très brièvement, le machine learning aujourd'hui, on le découpe principalement en 2 branches qui vont être ce qu'on va appeler l'apprentissage supervisé d'un côté, qui va être un cas où on essaie de faire apprendre un algorithme sur une base de données d'expérience sur laquelle on a déjà la chose que l'on veut faire. Et donc, on doit faire en sorte que l'algorithme trouve le lien entre les entrées et la sortie que l'on veut prédire.
Et le second type de prédiction qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, dans lequel on a une base de connaissances sur laquelle on n'a pas la réponse de ce qu'on veut faire, et sur laquelle l'algorithme doit trouver les liens entre les données. Aujourd'hui dans Biwi, on s'est concentré, donc Biwi c'est l'outil que développe Winov, pardon. On s'est concentré sur l'apprentissage supervisé. Pourquoi? Parce que c'est dans cette branche que se retrouve la majeure partie des cas de machine learning qu'ont nos utilisateurs. Et donc dans cette branche, on retrouve 3 types de prédictions, qui sont la prévision temporelle, la régression et la classification. Il y a eu une petite introduction dans la présentation juste avant, si vous n'étiez pas là. La prévision temporelle, ça va être tout ce qui est prédire une valeur qui évolue dans le temps. Donc dans l'avenir, par exemple, vous êtes un site de e-commerce, vous avez vos ventes au mois et vous souhaitez faire une prévision des prochains mois. La régression, on va en quelque sorte prédire un nombre. Vous avez un certain nombre de biens immobiliers sur lesquels vous avez la superficie, le nombre de pièces et le prix de vente. Et vous souhaitez avoir un modèle qui est capable tout seul d'estimer le prix de vente à partir des caractéristiques. Et dernier type, la classification. Donc là, vous souhaitez prédire une catégorie. Par exemple, vous avez des cuvées de vin et vous avez des capteurs tels que l'alcool, le pH, et un œnologue est venu attribuer une catégorie parmi 3 catégories possibles, mauvais, moyen, bon, et vous souhaitez avoir un modèle qui associe la bonne catégorie à votre cuvée. Aujourd'hui, pour réaliser ce type de cas de machine learning en entreprise, on va fonctionner en mode projet. On va avoir principalement 3 grandes familles d'acteurs, ce qu'on va appeler les data scientists, ceux qui vont vraiment travailler sur les données, les traiter, faire du machine learning. Les experts métiers, ceux qui ont le besoin et ce pourquoi il y a le cas de machine learning. Et puis on va avoir les personnes qui ont accès aux données dans l'entreprise. Et donc toutes ces parties prenantes vont se réunir, définir, clarifier le besoin. Une fois que c'est fait, le data scientist va prendre les données, va les traiter, va faire des expérimentations, des tests, va restituer ces tests à l'expert métier, vont prendre des décisions concernant ces tests et vont répéter ce processus. Donc c'est aujourd'hui un processus itératif. Un projet de machine learning, ça ne se fait pas en une seule fois où on donne les données, on donne une réponse et c'est terminé. Et donc ce processus est long. Il inclut l'expert métier parce qu'il est essentiel que l'expert métier apporte sa connaissance, mais ça n'est jamais l'expert métier lui-même qui fait le machine learning. Et enfin, une fois qu'on obtient un modèle satisfaisant, on le déploie, on le met à disposition de l'expert métier pour qu'il puisse s'en servir tous les jours. Notre objectif avec le moteur prédictif dans Biwi, c'est que ça soit désormais l'expert métier lui-même qui puisse expérimenter et faire des tests avec du machine learning. Et donc pour faire ça, on a vu qu'un projet de machine learning, c'était un certain nombre d'étapes qui sont réalisées par un data scientist. Pour permettre à un expert métier de pouvoir le faire facilement, il faut essayer d'automatiser un maximum de ces étapes que fait le data scientist. Donc ça, c'est un champ de recherche qui s'appelle le machine learning automatisé. Et on a quand même souhaité que notre module soit utile pour un data scientist, notamment pour lui donner une intuition des résultats qu'il pourra obtenir en poussant un petit peu plus les tests. Donc, on a travaillé au sein de notre outil sur un module qui permettrait à nos utilisateurs, qui sont des utilisateurs métiers et pas des experts de la donnée, de pouvoir expérimenter et de faire des prédictions de manière facile. La première version du module, elle est apparue en 2018, et notre démarche a été d'avoir une première version relativement simple, mais fonctionnelle, et de tout de suite la confronter à un cas réel. Et donc en fait, on a progressivement amélioré notre module en l'appliquant sur des cas concrets de nos utilisateurs. Donc on a fait 11 cas durant ces 2 ans. Et donc, voici ce qu'on retient, ce qui nous a paru essentiel, le constat qu'on fait après avoir passé 2 ans à tenter de donner du machine learning à une personne qui ne sait même pas ce que veut dire le mot machine learning. La première chose, c'est que en expliquant, en définissant ce qu'est le machine learning, un utilisateur métier va avoir du mal à se projeter sur ce qu'il va pouvoir faire. Donc il est essentiel qu'il comprenne les enjeux et les limites. Donc comment ça marche, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec, que ça n'est pas magique,
que s'il a des mauvaises données, il sera incapable de faire quelque chose de bien. Ensuite, ça a été pas mal répété aujourd'hui, et c'est aujourd'hui une chose dont on parle beaucoup dans le monde du machine learning, c'est tout ce qui est explication, explicabilité, interprétabilité des modèles. On y pense assez souvent dans des cas assez sensibles comme les données bancaires, les données de santé. Mais en fait, dans tous les cas qu'on a eu nous, quand on a restitué les résultats à nos utilisateurs et qu'on leur a montré des prédictions, la première interrogation, ça a été « Pourquoi j'ai cette prédiction ? Qu'est-ce qui influence mon modèle à faire cette prédiction ?» Aujourd'hui, expliquer un algorithme de machine learning lorsqu'on utilise des algorithmes qui sont en mode boîte noire, comme une certaine partie des modèles, ça n'est pas aisé. Il y a des solutions qui arrivent, qui sont pertinentes et qui semblent tendre vers la bonne direction. On est encore loin du stade où tout est très clair. On a fait le choix d'utiliser une de ces méthodes, SHAP pour la citer, et on a surtout travaillé sur essayer de restituer graphiquement l'explicabilité du modèle d'une manière qui soit vraiment intelligible. Parce que pour la plupart de ces méthodes qui restituent des explications, des prédictions, c'est difficilement intelligible et par moments même par un data scientist. L'autre point, c'est que au final, c'est toutes les parties prenantes du projet, y compris la direction, les personnes qui sont en charge de la donnée, qu'il faut éduquer au machine learning. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au-delà d'une formation théorique, ce qui permet de comprendre les enjeux et les limites du machine learning, c'est en faisant du machine learning. Et donc c'est là où ça nous a confronté dans notre idée, dans notre idée de mettre à disposition le machine learning à un utilisateur métier, c'est que c'est en expérimentant sur ses propres données que l'utilisateur comprend ce qu'il va pouvoir faire avec du machine learning. Et bien sûr, tout ça peut paraître un peu utopique, où on est dans un monde où le data scientist disparaît et tout le monde peut faire du machine learning comme ça. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qui nous paraît essentiel, c'est que ce soit l'utilisateur métier qui puisse expérimenter avec un data scientist à ses côtés tout le temps, pour le conseiller sur les choses à faire, sur les bonnes choses à faire, sur les mauvaises choses à faire. En termes de performance, la plupart des cas sur lesquels on a travaillé sont ce que je vais appeler ici des cas de machine learning classiques. C'est des cas sur lesquels une préparation des données assez généraliste et pas ultra spécifique au cas mène à un modèle qui apporte des performances satisfaisantes. Et sur ces cas-là, notre moteur, qui automatise la préparation des données, teste des algorithmes et restitue un résultat, performe bien. Bien sûr, lorsqu'on est dans un cas de machine learning qui nécessite une préparation des données ultra spécifiques, notamment des préparations qui nécessitent beaucoup d'expertise métier, qu'un data scientist n'est pas capable de faire tout seul, où il a besoin que l'expert métier soit à côté de lui pour lui dire que telle caractéristique va impacter et qu'il faut la modifier de telle manière, ça devient assez difficile à l'automatiser. Et au-delà du fait que c'est une limite de notre moteur, c'est une limite aujourd'hui au machine learning automatisé en général et aux méthodes qui sont à l'état de l'art. Et enfin, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, lorsqu'on restitue des résultats d'un modèle, lorsque celui-ci performe très bien et que tout est parfait, c'est super. Lorsqu'il ne performe pas si bien que ça, c'est pas toujours très facile de faire la bonne analyse à partir des métriques et des indicateurs. Et souvent, pour faire cette analyse, on a besoin d'expérience. On a besoin d'avoir été confronté à des cas sur lesquels notre modèle ne performait pas bien et on a dû effectuer des choses. Et cette expérience, c'est le data scientist qui l'a. Et donc, à nouveau, c'est primordial que dans l'interprétation et l'analyse des résultats obtenus, le data scientist soit présent. Dans la dernière partie, on va voir un petit peu plus concrètement
le machine learning automatisé au sein de Biwi, et on va le voir au travers d'un cas qui ne sera pas un cas client pour des raisons de confidentialité, un cas que vous connaissez peut-être, qui est le cas dans lequel vous êtes un RH et vous souhaitez recruter des téléprospecteurs. Le problème, c'est que la plupart de vos recrues quittent votre société avant même la fin de leur première année. Donc, vous cherchez à recruter des profils qui sont fidèles et qui vont rester plus d'1 an. Pour cela, vous avez une base d'historique d'environ 20 000 recrues, avec 9 caractéristiques pour chacune des recrues, telles que la distance au travail, le salaire, le niveau d'études, etc. Et vous avez l'information de si cette personne a quitté votre société avant la fin de la première année. Votre objectif, c'est donc d'avoir un algorithme de machine learning capable, à partir des caractéristiques d'une personne, de prédire si elle va quitter votre société ou y rester au bout d'1 an. Donc on va voir un petit peu dans l'idée comment on réaliserait ce type de projet d'une manière classique et comment on le ferait dans Biwi. Ce que j'affiche ici, c'est ce qu'on appelle souvent le pipeline de machine learning, les grandes étapes de tout projet. Ça va partir bien sûr de vous, l'expert métier, qui avez la problématique, le besoin, qui allez remonter votre jeu de données, donc dans la collecte des données, et qui allez le donner à un data scientist. Celui-ci va se concentrer sur les 3 étapes que vous avez au milieu, qui sont les étapes primaires du projet, qui vont être faire de la préparation de données, nettoyer les valeurs manquantes, tester des choses, tester différents algorithmes de machine learning et les configurer d'une certaine manière pour chacun, analyser les résultats de ces algorithmes, vous restituer ces résultats, puis recommencer tout le processus, faire d'autres préparations, tester d'autres algorithmes, voir si ça a mené à de meilleurs résultats, de moins bons résultats. Et donc c'est là où on voit vraiment le processus itératif et toutes ces étapes qui se répètent à chaque projet. Et une fois que le data scientist et vous êtes en accord sur les résultats obtenus, vous allez demander à une équipe technique de mettre en place une infrastructure qui va prendre le modèle final et trouver une solution pour que vous puissiez vous en servir dans votre vie de tous les jours. Et bien sûr, au bout de 2 ans, par exemple, d'utilisation de votre modèle, vous aurez fait des nouvelles recrues, il faudra le mettre à jour pour ces recrues, et le data scientist devra à nouveau réentraîner le modèle. Maintenant, si on se place dans le cas de Biwi, vous êtes toujours le RH, vous avez vos données, et vous allez pouvoir, en quelques minutes, connecter Biwi sur vos données et faire des tableaux de bord, donc des graphiques, vous permettant d'analyser un petit peu votre historique. Avec le module de prédiction, directement au sein de Biwi, vous allez avoir un petit bouton en fait, qui va vous dire « Souhaitez-vous ajouter une prédiction ?» Vous allez juste pouvoir cliquer dessus et dire « Je souhaite entraîner un modèle sur la colonne qui dit est-ce qu'une personne est toujours présente dans ma société ?» Biwi va s'occuper tout seul de prendre vos données, de faire des étapes de préparation, de tester différents algorithmes, de sélectionner le meilleur selon un certain nombre de critères qu'on a définis, de déployer ce modèle et de l'utiliser dans Biwi pour vous restituer les résultats. Et donc pour cela, je vais montrer une très rapide vidéo qui va travailler sur le cas qu'on vient de voir et qui montre un peu plus concrètement comment faire du machine learning rapidement dans Biwi. Donc vous êtes sur votre tableau de bord au sein de Biwi qui analyse votre historique. Ouais, c'est bon, on peut la lancer. Merci. Donc si on va voir les données qu'il y a derrière votre tableau de bord, concrètement, c'est un fichier Excel qui contient donc les 20 000 lignes dont j'ai parlé, et surtout cette colonne toujours présent, avec un 1 si la personne est restée dans votre société au bout d'1 an, et un 0 si elle est partie. En haut, vous allez pouvoir cliquer sur un petit bouton « Ajouter une prédiction », qui va simplement vous demander quelle colonne vous souhaitez prédire et quel est le type de prédiction. Donc ici, on veut prédire une catégorie, oui, non, ce qui est une classification dont on a parlé tout à l'heure. Biwi va vous demander, très bien, est-ce que vous avez un historique pour que je puisse apprendre à réaliser cette tâche? Ici, c'est notre historique de données. Et vous allez simplement lancer l'entraînement. Alors là, j'ai coupé la vidéo, mais il faut savoir que tout le processus a pris 3 minutes. Donc là, concrètement, ce que fait Biwi, c'est qu'il prend vos données, il applique une préparation automatisée,
il teste différents algorithmes de machine learning avec différentes configurations pour chacun de ces algorithmes. Il garde une version finale qui est le meilleur des modèles. Il le déploie sous la forme d'un microservice en réalité. Et surtout, il s'en sert dans votre tableau de bord pour prédire. Et ça se matérialise sous la forme d'une jointure, donc de l'arrivée d'une nouvelle colonne qu'on voit ici, qui est la colonne prédiction, qui indique à chaque ligne ce qu'a prédit le modèle de machine learning de Biwi. Vous allez bien sûr pouvoir analyser le modèle. Donc dans notre cas, on va regarder par exemple la justesse, ce qui est l'accuracy, qui nous indique que sur notre jeu entier, on a 96% des lignes qui ont bien été prédites, donc dans lesquelles Biwi a donné la bonne décision si la personne allait partir ou pas. Et la partie sur laquelle on a travaillé tout à l'heure, qui est toujours en cours de travail, c'est la partie interprétabilité. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur une de mes lignes. Je peux voir la prédiction qu'a fait Biwi, mais je peux surtout voir l'impact des colonnes sur cette prédiction. Donc vous voyez sur le graphique en bas, si je lis bien, ça doit être le niveau d'étude et le trajet qui influent le plus sur la prédiction. Et donc là, notre objectif, c'est d'essayer de vous donner un maximum d'intuition. Ici, vous le voyez ligne à ligne, mais juste avant, on l'a vu globalement, quelles étaient les colonnes qui influencent le plus votre modèle. Et bien sûr, vous avez des nouveaux candidats de votre société, vous ne savez pas s'ils vont partir ou pas. Vous allez simplement pouvoir, dans cette interface, appliquer votre modèle pour que Biwi vous restitue les prédictions sur ce jeu de données et que vous puissiez prendre des décisions. Donc voilà une petite démonstration de aujourd'hui comment marche le machine learning dans Biwi et comment on peut le faire en quelques minutes, simplement. Donc je vais redonner la main à Vincent. Merci Clément. Donc là, ce que Clément a montré, c'est que donc on est capable très rapidement en fait sur un jeu de données de faire une prédiction et donc vraiment notre retour d'expérience est au-delà de pouvoir faire une prédiction simplement sans avoir besoin d'être un data scientist. C'était vraiment de pouvoir interpréter les résultats. Et là, comme l'a montré Clément, si par exemple j'ai mes candidats, je veux savoir qui je recrute parmi mes candidats et que mon algorithme machine learning m'a prédit que cette personne, elle va partir, si j'ai pas la raison pour laquelle elle va partir, le résultat va pas être très pertinent. Si là par exemple elle nous a donné la raison et que la raison par exemple c'est le trajet, parce qu'il a un trajet il a une distance de trajet qui est longue, et que la personne nous dit oui mais justement je vais déménager, on met à jour nos données et on refait tourner le modèle. Et du coup, on peut prendre des décisions grâce à ces algorithmes de machine learning, mais des décisions pertinentes. Donc c'est vraiment un point clé. Et donc juste pour revenir effectivement sur cet aspect data scientist, et donc nous l'idée c'était vraiment de pouvoir donner en main ces outils de machine learning au maximum de personnes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a pas besoin en fait, effectivement d'être un data scientist pour pouvoir utiliser des algorithmes de machine learning, notamment grâce à notre solution. En revanche, c'est important d'être accompagné dans toute cette culture d'utilisation du prédictif. Et une des façons de se former aussi, c'est de pratiquer par exemple de notre outil. Juste pour vous dire, on va sortir ce premier semestre notre version en bêta là, de notre V3 de notre logiciel. Donc on recherche des personnes motivées pour tester cette solution. Donc on a un stand en bas, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez tester notre solution. Et je vous remercie à tous et on est ouvert à vos questions. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les modèles que vous testez donc dans votre solution Biwi, et puis un petit peu sur la manière dont, alors je ne sais pas du coup comment ça marche, mais dans la manière dont vous faites muter peut-être ces algorithmes, comment vous choisissez les paramètres. Je ne sais pas si vous avez le droit de nous en dire plus, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Ce que je peux dire, c'est que on a défini un panel d'algorithmes de machine learning, parmi lesquels il y a des algorithmes qui aujourd'hui sont ceux qui performent en général plutôt pas mal, tels que du SVM, du gradient boosting, du random forest. On a défini pour chacun de ces algorithmes et pour chacun des hyperparamètres une plage de données à tester. Et ensuite, actuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
tester dans cette distribution de paramètres un certain nombre de combinaisons et sélectionner la meilleure. Donc ça c'est pour chaque modèle, et ensuite on va garder le modèle pour lequel la meilleure configuration a été le meilleur. Ce qu'on stocke également, c'est du coup les performances de chacun de nos modèles avec chacune de leurs configurations. Et ça, c'est en lien avec ce que vous avez dit sur le fait de muter. Ce qui doit nous permettre à l'avenir d'étudier un petit peu quel modèle performe le mieux en fonction des cas et d'être capable notamment à des techniques telles que ce qu'on appelle du meta-learning, de pouvoir être un peu plus, je dirais un peu moins naïf dans notre manière de tester les modèles. Au lieu de tester tout, on sait que telle distribution pour tel algorithme performe mieux dans ce type de cas-là. Ok. J'ai une autre interrogation par rapport par rapport à ces hyperparamètres. Donc vous avez dit tout à l'heure que vous avez développé cette solution et vous avez directement fait un essai avec un utilisateur, c'est bien ça, je me trompe pas. Est-ce que vous avez fait évoluer les paramètres que vous avez sélectionnés à chaque nouvel utilisateur, par exemple? Alors pas à chaque utilisateur, mais on les a fait évoluer, notamment pour des hyperparamètres où les cas sur lesquels on avait travaillé étaient des cas petits en termes de volumétrie. Et donc on se permettait de tester plein de combinaisons d'hyperparamètres. Et on s'est aperçu, sur des cas où la volumétrie était plus grosse, que certains hyperparamètres faisaient que notre entraînement allait prendre des jours, alors que sur un petit cas, il ne prenait que des heures et qu'on avait raté cet élément. Donc on ne le fait pas évoluer à chaque cas client, mais lorsqu'on s'aperçoit qu'on a fait des erreurs, on le fait évoluer effectivement. Ouais, ok. La dernière chose à laquelle je pensais, juste pour avoir une remarque par rapport à vous, venant de vous à ce sujet-là, finalement, si à chaque fois qu'il y a une utilisation qui n'est, où votre programme ne fonctionne pas au niveau au niveau que vous espérez et que vous modifiez les paramètres que vous voulez essayer, vous êtes vous-même un peu en train d'apprendre quelque part à faire cet apprentissage-là. Est-ce que vous ne seriez pas en train d'overfitter et comment vous gérez ce problème du coup? Alors, sur la partie est-ce qu'on est en train d'apprendre, je dirais oui. Est-ce qu'on est en train d'overfitter? Comment vous vous assurez quelque part que les nouveaux problèmes que vous pourriez avoir, vos algos vont bien fonctionner dessus? Aujourd'hui, tout ce que je peux répondre là-dessus, c'est que lorsqu'on change des distributions d'hyperparamètres pour mieux coller à un nouveau cas, on s'assure bien sûr que ça continue de marcher pour les cas précédents. Et donc on ne fait pas spécifique à chaque cas. Après, j'aurais pas trop de réponses sur comment aujourd'hui on s'assure qu'on n'overfit pas petit à petit. Bon, c'était pour vous taquiner, merci beaucoup. Ouais, non, mais... très intéressant, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez déjà répondu effectivement à quelques questions par rapport aux déjà des questions précédentes. Moi, je voudrais vous poser la question sur des jeux de données extrêmement lourds. Est-ce que Biwi est capable effectivement de pouvoir effectivement encaisser ça et calculer effectivement sur des jeux? Je parle des jeux effectivement à plus de 500 000 lignes, par exemple avec 40 ou 46 variables pour être précis. Et si effectivement des jeux de données de cette volumétrie-là peuvent alimenter votre outil tous les mois, est-ce qu'il est capable effectivement d'avoir un modèle prédictif forcément plus performant parce qu'il y a plus de données? Donc là oui, effectivement j'ai ma réponse, mais est-ce qu'il est capable de les calculer et effectivement est-ce qu'il est capable de les prendre en charge? Alors du coup il y a deux parties, je vais peut-être sur la première partie laisser Vincent répondre, parce qu'aujourd'hui les données que vous mettez dans Biwi sont chargées en mémoire, donc ce qui va limiter concrètement votre capacité à analyser vos données dans Biwi va être votre mémoire. Oui. Donc, effectivement, sur ce sujet-là, en fait, donc on a intégré notre brique prédictive dans notre outil qui lui permet de faire des visualisations de données et du coup, on a besoin de toutes les données qui sont utilisées derrière pour les visualiser. Et donc, mais on a pensé notre architecture pour que le moteur prédictif puisse s'abstraire complètement de notre solution et notamment sur les jeux de données d'entraînement, en fait. Déjà, à l'heure actuelle, on ne cherche pas les jeux de données d'entraînement quand on visualise un tableau de bord et justement, ça fait partie des petites évolutions qu'on veut faire, de ne pas avoir besoin de charger toutes les données en mémoire parce qu'on n'a pas besoin de le faire.
faire, et du coup pouvoir travailler sur des très grosses volumétries sans souci. Je ne sais pas jusqu'à combien on a testé. Il me semble que le plus gros cas client sur lequel on a travaillé, c'était aux alentours des 300 000 lignes, et il me semble une dizaine ou une vingtaine de features. Mais j'en ai pas parlé, mais effectivement il était essentiel de ne pas faire cet entraînement qui en plus automatisé est plus lourd qu'un entraînement normal sur le poste du client, qui peut être un poste classique. Donc aujourd'hui ça c'est déporté, ça peut être déporté sur du cloud et ça peut être déporté on-premise sur vos serveurs si vous le souhaitez. Dernière petite question, toujours par rapport au jeu de données. BIWI est alimenté par un jeu de données global ou est-ce qu'on peut effectivement l'alimenter sur plusieurs jeux de données différents? En fait, on peut se connecter à plein de types de données qui vont être des fichiers plats, des bases de données, des API. Et dans la vue qu'on avait tout à l'heure où j'avais juste mon historique, en fait, on peut avoir tous nos jeux de données ici, plein de jeux de données, et on peut directement au sein de BIWI faire des unions, des jointures de nos données. Et ouais, bien sûr, l'intérêt, c'est que par exemple, si vous analysez vos ventes en cours et que vous avez un historique qui est réparti en 5 fichiers d'années de vente, vous allez pouvoir importer chacun de vos fichiers, faire une union pour avoir un seul gros jeu de données historique et donner ça comme jeu d'entraînement. Et ça, c'est un des points forts, justement, que ça soit intégré dans notre plateforme, qui est déjà une plateforme de business intelligence. On a déjà au sein de notre plateforme des outils pour croiser plein de données différentes entre elles, et du coup, on peut en bénéficier dans la prédiction. Merci pour vos réponses. Merci. Oui. Alors moi, j'avais une question. Enfin, c'était, je suis ici. Plus qu'une question, c'est une question non technique. En fait, c'est chouette votre outil parce que du coup, on peut mettre le machine learning à la portée de plein de gens dans l'entreprise, RH, production, enfin voilà. Et est-ce que du coup, il ne faudrait pas aussi les accompagner un peu sur la partie RGPD, de voir un chargé de chargé de recrutement qui a accès aux informations, à quelle distance habite la personne, etc. Ça interroge toujours un peu au niveau de la data privacy et l'utilisation qui est faite de ces données. Oui, alors effectivement, dès qu'on traite des données, que ce soit pour la data vise ou en particulier sur des modèles prédictifs, il y a effectivement des problématiques liées à l'RGPD. Donc nous, sur notre outil, en fait, on est un outil où on ne stocke pas les données. Donc nous, on se contente de les lire et de faire des modèles et après les caches sont effacés. Donc on ne va pas conserver de la donnée. Mais par contre, effectivement, quand on veut utiliser des algos de machine learning en interne, il faut effectivement être... Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas un service dédié à Winov pour accompagner sur ces sujets, mais... Après, lorsqu'on travaille avec un utilisateur, et notamment on a des consultants, du coup, il est de leur devoir, lorsqu'ils voient des choses qui ne sont pas légales ou faites dans les bonnes pratiques, d'avertir l'utilisateur. On ne peut pas l'imposer ou lui dire comment il doit faire, mais on peut l'avertir que ce qu'il fait n'est pas une bonne pratique. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas un service dédié à l'accompagnement de nos utilisateurs sur ces parties-là. Ouais.